qui traitera du transport. Alors, le thème ce soir sera un peu de parler comment on prépare nos animaux au transport, qu'est-ce qu'on fait avant l'embarquement, lors de l'embarquement, et un rappel des principales règles. Nous avons comme invité Cyrine El Amdoui, qui est agronome au poste de bovins du Québec et entre autres responsable des dossiers bien-être, qui va nous entretenir toute la soirée. Et on a aussi, pour un peu nous guider dans l'organisation du webinaire ce soir, Mme Catherine Larrivée-Bazinet, que plusieurs connaissent aussi, qui est à l'agence de vente de veaux de grains. Et j'aimerais que Catherine explique un peu les détails pour le déroulement du webinaire. Merci Nathalie. Bonsoir à tous. Donc, pour le webinaire de ce soir, là, pour ceux qui sont habitués à faire des Zooms réguliers, là, plus des réunions, d'habitude on se voit puis on peut parler, mais étant donné qu'on est un grand groupe, là, on a décidé d'utiliser la plateforme webinaire. Donc, vous pouvez nous voir, nous entendre, mais donc nous, on ne vous voit pas ou on ne vous entend pas, mais vous pouvez quand même poser des questions tout au long de la présentation de ce soir. On va prendre les questions à la fin. Et on va prendre aussi les questions qui sont seulement dans le Q&R, puis cet onglet-là, il est situé, si vous regardez au bas de votre écran. Donc, c'est ça, Q&R. Vous pouvez rentrer vos questions-là et à la fin, on va les prendre. Mais si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas à les écrire. Donc, c'est ça. Si vous écrivez des questions dans la discussion, c'est sûr, ça va être un peu plus compliqué, mais si vous avez, par exemple, des problèmes techniques ou quoi que ce soit, écrivez dans la discussion, mais vraiment vos questions dans le Q&R. Donc, on va y aller comme ça. Je ne sais pas si Nathalie ou Cyril, vous avez quelque chose à ajouter avant de commencer. Non, alors, je souhaite la bienvenue aux gens, parce que je vois que des gens continuent de se connecter. Par respect, on va respecter notre horaire. Et je passe la parole à Cyril. OK. Merci Nathalie, merci Catherine pour votre introduction. Puis bienvenue à tous et ça fait vraiment plaisir de vous voir en grand nombre ce soir pour cette formation. Donc sur transporter ces animaux. Et donc le but aujourd'hui, ça va être de répondre aux questions comment se préparer au mieux et quelles sont les exigences à suivre. Donc je vais faire mon possible pour vous répondre. Déjà, avant de commencer vraiment dans la présentation, je voulais vous dire que pour que cette formation soit un peu plus le fun et interactif, puisque via webinaire, on n'est pas en personne, ça peut des fois être fatigant, endormant. Fait qu'on a trouvé une alternative, c'est on va vous faire intervenir un petit peu de temps en temps dans la présentation. Et pour ça, on va utiliser deux outils. On va utiliser la plateforme Zoom qui crée des sondages. Vous allez répondre directement, c'est facile, vous avez juste à cliquer. Ou aussi, on va utiliser l'outil Mentimeter. Donc, pour ce faire, il vous suffit d'aller sur www.menti.com pour les gens qui ne sont pas familiers ou via l'application, puis entrer ce code 17 93 49 1. Je vous rappellerai le code au moment où on en aura besoin. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas le temps de le noter. Vous pouvez aussi utiliser le QR code. Donc, voilà. Maintenant, rentrons un peu plus dans le vif du sujet. On va resituer un peu le contexte. On va expliquer pourquoi aujourd'hui on est là ce soir ensemble, pourquoi on parle d'une formation sur le transport. Donc, pourquoi? Puisque, en fait, on a un nouveau règlement sur la santé des animaux au niveau de la partie 12 qui traite du transport sur les animaux. Donc, pour rappel, le 20 février 2019, il y a eu la publication de cette nouvelle réglementation sur le transport. Et le 20 février 2020, la nouvelle réglementation est entrée en application. Donc, bien entendu, il y a eu beaucoup de changements sur ce règlement qui va affecter en fait toute la chaîne. On va en parler un peu plus en détail dans la présentation et ça impacte également et particulièrement l'influence sur la mise en marché. Autrement, quand on parle de nouvelles réglementations, qu'est-ce qu'on entend par là? On parle plutôt en fait d'une évolution et d'une modification de l'ancien règlement qui existait déjà. Donc, c'est-à-dire une mise à jour des différentes exigences. Donc, ces mises à jour, elles sont basées sur 3 points. En premier, on a donc les connaissances scientifiques, une évolution de ces connaissances, puisqu'effectivement, l'ACI affirme se baser sur les connaissances scientifiques pour développer toutes les exigences qui composent ce règlement. En second, on a une évolution des pratiques.
Donc, il faut savoir qu'à part de légères recommandations et l'ajout d'une clause sur les animaux non ambulatoires, le règlement n'a pas changé depuis sa création en fait en 1977, soit 42 ans. Donc, on se doute bien que les pratiques depuis 42 ans, elles ont quand même pas mal évolué, les types de camions de transport, même les animaux eux-mêmes ont pu changer. Et donc, le règlement n'était plus adapté à la réalité. Donc, un nouveau règlement. Et enfin, et de façon assez importante, le troisième point, c'est une demande sociétale. C'est une pression des groupes et de la société pour avoir un transport qui serait aujourd'hui plus adapté et qui respecterait mieux le bien-être animal. Donc voilà, en ce qui concerne le contexte, pour resituer un peu le tout. Maintenant, on va se demander pourquoi aujourd'hui on se retrouve tous ensemble. Pourquoi nous, les PBQ, on vous présente une formation sur le transport si c'est quelque chose de fédéral? Mais en réalité, nous, on veut faire le lien avec vos programmes de certification, puisqu'il existe déjà la notion de transport, de bien transporter, au niveau donc des deux programmes que nous avons, donc le programme VBP+, et les programmes Vautrin du Québec certifié ou Vos Vérifiés. Donc, commençons par le programme de certification Vos Vérifiés et Vautrin du Québec certifié. Donc, au niveau de votre manuel du producteur, vous avez déjà une partie entière qui est dédiée à tout ce qui est transport-expédition. Et il y a d'ailleurs une introduction qui fait bien mention du transport et l'importance d'une bonne manutention dans ce transport pour réduire le stress des animaux et qui recommande également de transporter individuellement ou en petits groupes des veaux pour réduire les risques de blessures. Donc, il y a déjà une sensibilisation à la réglementation du transport. Ensuite, il y a aussi plusieurs pratiques et exigences en lien. Donc, déjà 2 pratiques obligatoires que vous pourrez retrouver dans votre manuel. 2 pratiques qui sont suggérées en lien aussi avec le transport. Et enfin, 2 protocoles qui ont été développés en rapport donc avec les 2 pratiques suggérées précédentes. Le protocole 11, en fait, correspond au protocole de chargement des animaux et le protocole 9 suggère que les veaux doivent être transportés dans un camion propre, conçu pour les protéger des conditions climatiques et, si possible, ils doivent être transportés directement du point d'achat à votre ferme. Donc là, on voit nettement que ce programme de certification a quand même un lien avec le transport. Il est de même en fait avec le programme VBP+, puisque dans votre manuel du producteur, encore une fois, dans la partie soins des animaux, il y a une exigence qui est assez claire, c'est que l'exploitation satisfait aux exigences en matière d'aliments et d'eau, de soins vétérinaires, d'abri, de santé du troupeau, d'euthanasie, de manipulation et de transport. Donc, il y a bien la notion de transport qui rentre dans les exigences. On voit aussi que c'est présent puisqu'il y a une partie entièrement dédiée à l'expédition et au transport avec différentes recommandations et exigences. Et enfin, on a la 6PEN3 qui correspond à l'expédition des animaux qui certifie que ceux qui prennent des décisions d'expédition et de chargement savent reconnaître les cas où un bovin ne peut être chargé ou transporté, et aussi que les camions transportant les bovins sont bien ventilés et offrent une protection contre les conditions météo extrêmes. Donc ici, dans les 2 programmes, l'un dans l'autre, en fait, on parle de transport, on sensibilise le producteur à transporter ses animaux de façon bien et appropriée pour une meilleure santé. Donc, ça répond en partie à pourquoi ça vous concerne, pourquoi vous êtes là ce soir, pourquoi ça concerne les producteurs. Donc, vous allez me dire peut-être que ben non, la nouvelle réglementation, ça concerne juste les transporteurs. Mais moi, j'ai une première question du coup à vous poser. Là, on va utiliser le premier outil qui est l'outil du Zoom. Et vous allez me répondre à la question. D'après vous, les producteurs ont-ils une part de responsabilité dans le transport? Donc, je laisse quelques secondes pour répondre à ce sondage.
Bon, ça évolue, ça rentre vite. Bon, c'est assez clair. Est-ce qu'on voit le résultat, Nathalie? Oui. Oui, oui. Oui, vous voyez le résultat? On voit à l'écran le résultat, effectivement. D'accord, parfait. Et on voit que clairement, la réponse est de manière assez solide, c'est oui ou en partie. Une seule personne qui dit non. Donc, c'est très intéressant. Effectivement, vous Ah. avez... Je juste donne les résultats parce que les gens nous disent qu'eux, ils ne voient pas les résultats du sondage. Ah, Il faudrait C'est peut-être mettre fin au sondage, puis là, hein? ça va apparaître. Partager les résultats. ah, ok. Ah, pardon, excusez-moi. Nouvelle technologie. J'espère que c'est correct là. Oui, c'est Oui? parfait. Ok, Je bon, crois que oui, effectivement. parfait. Bon, comme vous voyez, il y a 1% qui dit non ou qui ne sait pas, mais en grande majorité, vous pensez que les producteurs ont une part de responsabilité dans le transport ou du moins une partie de la responsabilité. Et effectivement, c'est bien la bonne réponse. Maintenant, j'ai une autre question en lien avec la responsabilité. Donc, je me questionne un peu pour savoir l'étendue de votre savoir et de vos connaissances par rapport à ces responsabilités. Donc, quelles sont pour vous les différentes responsabilités des producteurs en lien avec le transport? Là, on va basculer donc sur le Mentimeter. Donc, je remets ici le QR code ou bien aller directement sur le site ou l'application et rentrer le code. Puis pour pouvoir répondre, donc c'est une question ouverte, vous pouvez répondre ce que vous voulez. Moi, je vais le faire apparaître sur l'écran, les réponses. Donc voilà, normalement, vous pouvez entrer vos réponses et ça devrait apparaître à l'écran. Nathalie et Catherine, vous me confirmez bien, on voit le diaporama du Mentimeter. Oui. Oui, parfait, merci. Ça marche pas. Ah, voilà, ça apparaît, ça apparaît. Donc, je vais lire en même temps. Donc, choisir des animaux aptes au transport, s'assurer de la santé des animaux, s'assurer du professionnalisme du transporteur, la condition de santé générale des animaux, les boiteries, respecter le temps de retrait des antibiotiques Canada et USA, s'assurer que sa vache est tarie, s'assurer que sa vache est en bon état général et ambulatoire, bonne santé, animal ambulatoire, nombre chargé, la santé, choix des animaux. Je vois que beaucoup d'entre vous connaissent quand même pas mal les responsabilités du producteur, c'est intéressant. Et on voit que ça tourne beaucoup en termes de la santé et de la capacité de l'animal à supporter le transport. On parle aussi de bien-être, donc de stress aussi, donc la bonne condition des animaux. Très intéressant. Bon, on va mettre, je pense qu'on peut mettre fin au sondage. Merci à tous d'avoir participé. C'est toujours intéressant d'avoir un échange et d'avoir votre retour par rapport à ça. Donc, revenons à notre présentation. Merci à tous. C'était pour faire un petit tour pour savoir. Et donc, vous avez quand même répondu à pas mal de points de ma présentation d'aujourd'hui. Donc, c'est très bien. Alors, comme il y en a quelqu'un qui l'avait mentionné, quelque chose de très important, ça va être d'engager le bon transporteur. Il est en fait de votre responsabilité d'engager le bon transporteur et de faire un bon choix. Et donc, pour ça, il est de votre responsabilité de vous renseigner sur le transporteur et ses pratiques, et donc de s'assurer qu'il dispose des connaissances, donc est-ce qu'il a suivi des formations adéquates, etc. Notamment, maintenant, dans la réglementation, les transporteurs sont obligés de suivre des formations. Assurez-vous que ça a été fait.
Et enfin, quel type de camion il choisit? Est-ce que c'est le camion adéquat pour vos animaux, pour la catégorie de vos animaux? Est-ce que le camion il est bien en termes de litière, en termes de ventilation, etc. Donc, c'est votre responsabilité. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais comment fait-on pour choisir son transporteur? Parce que c'est facile de dire, il faut savoir ci et ça, mais en soi, qu'est-ce que ça veut dire? Comment concrètement on choisit son transporteur? Bien, pour vous répondre à cette question, moi j'ai décidé de me baser sur les recommandations du code de pratique pour le soin et la manipulation des velours, parce que je trouve que c'est vraiment bien fait et que ça résume bien en fait et que ça vous répondra concrètement à vos questions. Il faut savoir que j'ai pris le code des velours, mais ça s'applique tout à fait également aux bovins de boucherie et à tous les animaux, puisque ce sont des recommandations qui restent générales sur le choix du transporteur. Donc déjà, premièrement, demandez des références à d'autres expéditeurs et destinataires ayant fait affaire avec le transporteur. Ensuite, assurez-vous que l'expérience du transporteur correspond bien à la durée du trajet. Par exemple, si vous avez besoin d'un transporteur pour courte distance, veillez à ce qu'il ait une expérience sur ça et non pas sur la longue distance, puisqu'on est d'accord, c'est quand même des approches assez différentes. Et aussi qu'il ait une expérience par rapport à l'espèce et la catégorie de bovins à transporter. Puisque ça, encore une fois, ça prend des adaptations différentes. Et enfin, il faut faire appel à des camionneurs qui sont professionnellement formés ou agréés en soins et en manipulation des bovins, comme je vous ai rapidement mentionné tout à l'heure. Le code de bonne pratique aussi vous recommande de s'assurer que les renseignements suivants ont été discutés et convenus avec le transporteur pour que vous puissiez vous assurer que c'est un bon transporteur. Assurez-vous de ça, donc du nombre et du poids estimatif des animaux expédiés, de la catégorie de bovins, bien spécifier la catégorie de bovins, l'heure et le point de chargement, la destination, les mesures de biosécurité à entretenir, les exigences particulières des animaux à transporter, par exemple pour les animaux fragilisés, et la protection contre les conditions atmosphériques extrêmes, surtout pour les animaux les plus à risque. Donc ça, c'est des recommandations de voir ça en amont, avant le transport avec votre transporteur si possible, pour en fait l'aider et l'aiguiller dans ses pratiques et sa façon de gérer le transport. Ensuite, une fois qu'on a choisi son bon transporteur, qu'est-ce qui est important pour vous? Beaucoup d'entre vous en ont parlé. C'est l'aptitude de l'animal au transport. Et donc, effectivement, il est bien de votre responsabilité à vous de s'assurer que tous les animaux qui soient envoyés soient aptes au transport. Donc maintenant, je vais poser une petite question. On va utiliser le sondage de Zoom. Vous estimez-vous capable de différencier excusez-moi, je lance le sondage en même temps. Vous estimez-vous capable de différencier un animal apte de inapte ou fragilisé? Donc, je laisse quelques secondes et je n'oublierai pas de partager les résultats. Je laisse encore 5 petites secondes, puis je vais fermer le sondage. Voilà. Donc, merci d'avoir répondu. Et on voit qu'en grande majorité, vous êtes effectivement capable de différencier un animal apte de inapte ou fragilisé. C'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que vous connaissez bien en fait les différences entre ce qui est un animal apte ou inapte ou voire fragilisé d'après la réglementation. Merci pour votre retour. Une fois qu'on sait ça, bon, vous êtes une majorité à dire qu'effectivement, vous savez les différencier. Maintenant, ma question suivante, c'est au niveau réglementaire, d'après vous, quelle est la majeure différence entre un animal inapte ou fragilisé? Donc là, on va passer à la deuxième question sur Mentimeter. Je vous laisse répondre. C'est une question ouverte également. Donc, tout ce qui vous vient à l'esprit, d'après vous,
quand on a un animal inapte ou quand on a un animal fragilisé, qu'est-ce qu'on a le droit réglementairement de faire ou pas? Euh, est-ce qu'il y a une différence dans ce que vous pouvez faire avec ces animaux en relation avec le transport, bien évidemment? Donc, on a une première réponse qui rentre, sa capacité à se déplacer, effectivement. L'animal doit marcher sur ses quatre membres, donc les quatre pattes. Capacité de rester debout, mobile, capacité de résister au transport, examen locomoteur, score de boiterie. Inapte, il ne peut pas être transporté. Fragilisé requiert des mesures particulières. Inapte égale non ambulatoire. Inapte et affaibli par l'âge. Fragilisé, blessé ou malade. Fragilisé peut être déplacé et l'autre non. Sa capacité de mobilité. On voit que vous avez tous globalement quand même dans l'idée que c'est une capacité de mobilité qui va vraiment différencier l'un et l'autre. Et certaines personnes précisent même que inapte ne peut pas, c'est un animal qui ne peut pas être transporté alors que fragilisé requiert des mesures particulières. Bon, je pense on a fait le tour des réponses. Merci à tous d'avoir participé. Je vais fermer le vote et on repasse à la diaporama. Au diaporama, pardon. Donc, après ça, maintenant, il est temps pour moi de définir un peu ce qui est inapte et fragilisé. Je vois que parmi vous, vous êtes tous, majorité qui dit être capable de définir ça. On va voir si effectivement, après ce que je vais vous expliquer, vous sentez que vous saviez effectivement bien différencier un animal inapte de fragilisé. Donc déjà, pour ceux qui ne s'en sentent pas capables ou qui ne savent pas comment définir ça, eh bien, il faut savoir que la CIA a développé des documents qui permettent de définir exactement en fait qu'est-ce qu'un animal inapte ou qu'est-ce qu'un animal fragilisé. Donc ici, vous voyez bien en deux colonnes la séparation. Donc un animal inapte, ça peut être un animal non ambulatoire, ça peut être un animal qui est boiteux et présente des douleurs dans un ou plusieurs membres ou ne peut marcher sur toutes ses pattes. C'est un animal qui a une plaie ouverte, par exemple, grave ou une lacération grave. C'est un animal qui se trouve dans les 10% restants de sa période de gestation ou a donné naissance au cours des 48 heures précédentes. Et c'est un animal qui a un nombril infecté ou non guéri. Voilà, ça, ce sont quelques exemples d'animaux inaptes définis par la CIA dans le document, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur leur site internet. Je ne sais pas si je l'ai précisé. Ensuite, comment on peut identifier un animal fragilisé? Déjà, c'est un animal qui va être boiteux. Ça peut être aussi un animal boiteux, mais à ce moment-là, c'est une boiterie qui n'est pas décrite dans le règlement comme inapte. C'est un animal qui est au plus fort d'une période de lactation avec un risque d'engorgement mammaire. C'est un animal qui n'est pas guéri après une intervention. Donc, notamment, on pense à quand vous faites vos écornages ou une castration. Eh bien, s'il n'est pas guéri, il est considéré comme fragilisé au moment de l'envoi. Une remarque qui est assez importante à noter, c'est-à-dire qu'il est interdit de transporter des veaux de moins de 8 jours vers les centres de rassemblement, y compris les marchés aux enchères. C'est-à-dire qu'un veau de moins de 8 jours doit faire son trajet de la ferme de départ à la ferme d'accueil de velours. Mettons. Ensuite, les animaux en lactation qui ne peuvent pas être traités pour empêcher l'engorgement doivent atteindre une destination où ils peuvent être traités ou abattus avant d'être engorgés. Les animaux présentant un engorgement mammaire seront considérés comme fragilisés, voire inaptes, suivant le niveau d'engorgement. Bon, maintenant qu'on a défini un peu plus ce qui était donc inapte et fragilisé, je ne sais pas si ça répond. D'ailleurs, je n'ai pas fait de sondage par rapport à ça, mais je ne sais pas si les personnes qui disaient qu'ils savaient différencier, ça répond effectivement à ce que vous attendiez, ce que vous pensiez. Mais en tout cas, une fois qu'on sait ça, on sait ce qu'est un animal fragilisé, un animal inapte, et puis comment on les différencie, qu'est-ce que ça change pour vous
Dans le transport, qu'est-ce que ça change dans votre vie de tous les jours, dirons-nous? Eh bien, au niveau légal et réglementaire, un animal qui est considéré inapte est complètement interdit d'embarquer. Il n'y a aucune raison qui pourrait le permettre d'embarquer. Par contre, un animal fragilisé, il est interdit d'embarquer de manière globale, sauf à l'exception si des conditions sont réunies. Donc, 4 conditions doivent être réunies. C'est l'animal doit être isolé, il est embarqué et débarqué individuellement, sans qu'il ait utilisé de rampe à l'intérieur du véhicule. Les mesures nécessaires sont prises pour lui éviter des souffrances, des blessures ou la mort pendant l'embarquement. Et enfin, il est transporté directement au lieu le plus proche, autre qu'un centre de rassemblement où il peut recevoir des soins ou être tué sans cruauté. Donc, ces 4 points doivent être réunis. Ce n'est pas l'un ou l'autre. C'est-à-dire que si votre animal fragilisé, il doit être à la fois isolé dans le transport, à la fois embarqué et débarqué individuellement, à la fois transporté directement. Donc, c'est-à-dire s'il y a d'autres animaux qui, eux, ne sont pas fragilisés, qui étaient prévus d'aller à l'encan, ben, là, ça va être compliqué à gérer. Ou alors, il faut prendre ça en fonction. Et il faut aussi éviter, bien évidemment, les souffrances, les blessures et la mort pour cet animal. Donc, en sachant tout ça, il est de votre responsabilité de savoir l'état de votre animal avant de l'embarquer, afin de prendre la bonne décision. Et donc, dans le cas où votre animal, bien sûr, est inapte, vous ne l'embarquez pas. Dans le cas où votre animal est fragilisé, à ce moment, il est aussi de votre responsabilité de communiquer cette information au transporteur et de vous assurer que le transporteur prendra les précautions adéquates. Donc, comme les 4 exemples qui sont affichés sur la diapositive. Aussi, une bonne pratique qui pourrait être mise en place, ça serait par exemple d'ajouter sur votre registre de sortie une petite ligne en bas où le transporteur signerait avec un T pour approuver que tous les animaux qui lui ont été soumis sont corrects. C'est-à-dire que si vous les avez tous déclarés aptes, qu'il est d'accord avec vous, qu'il y en a un qui est fragilisé, que ce soit mentionné sur le papier, comme ça tout le monde est d'accord. Et au moins, c'est pour vous protéger dans un sens. Pour dire que si jamais il se passe quelque chose, vous avez le papier qui prouve que vous avez eu un accord. Maintenant, on change un peu. Je voulais voir avec vous, est-ce que vous savez si vos animaux sont soumis à une limite de temps de voyage? Je vous lance le sondage tout de suite. Donc, est-ce qu'il y a un maximum de temps durant lequel, d'après vous, vos animaux devraient pouvoir voyager? Pendant qu'on attend les résultats, je voulais simplement rappeler aux gens que pour les questions, on va prendre les questions qui sont écrites dans le QR, étant donné qu'on est un grand groupe. Donc, je vois qu'on a des gens qui ont levé la main. Si c'est des problèmes techniques, simplement me l'écrire dans la discussion qui est située au bas de votre écran. Pour les questions sur la présentation, n'hésitez pas à les écrire dans le QR. Donc, voilà. Désolée, Cyrine, de Non, c'est bien faire un grave. petit rappel. Merci Catherine. Bon, ben, ça a permis aux gens de répondre au sondage. Ça continue de rentrer. On va laisser encore quelques petites secondes, puis je vais fermer le sondage. Voilà. Donc, je vous partage les résultats et vous pouvez voir qu'en majorité, vous êtes à penser que effectivement les animaux sont soumis à une limite, alors que quand même 14% ne pensent pas que ces animaux sont soumis à une limite de temps. Eh bien, la majorité avait effectivement raison. Les animaux ne peuvent être transportés de manière indéfinitive. Il y a une limite de temps qui a été définie par la CIA dans sa nouvelle réglementation. Et c'est pour ça qu'il est important de respecter ces limites. Et quand on parle de limites, on parle de limites d'intervalle maximal sans accès aux AER
quand on parle d'AER, on parle donc d'aliments, eau salubre et repos, donc le temps maximal que l'animal n'aura pas accès donc pour se nourrir, pour se désaltérer et pour se reposer. Il est en fait de votre responsabilité de connaître la durée totale du trajet que vos animaux auront à parcourir et donc de vérifier, le cas échéant, que ces animaux auront accès en temps et en heure à leurs aliments, leur eau salubre et le repos. Mais donc vos animaux ont un temps maximal de 36 heures, il faut vérifier qu'après 36 heures de voyage, vos animaux auront accès à l'aliment, l'eau salubre, que tout est prévu pour. Il est également de votre responsabilité de donner au transporteur toutes les informations. Effectivement, le transporteur ne peut pas deviner, ne peut pas inventer des heures et des dates à laquelle vos animaux ont eu pour la dernière fois accès aux aliments, à l'eau salubre et au repos. Donc, on vous demandera de les aider et de leur fournir ces informations pour qu'ils puissent donc respecter la réglementation de une et de deux, permettre à l'animal d'avoir accès en temps à temps, pardon, donc à l'AER. Au niveau de l'AER, donc ça a évolué. Effectivement, l'ancienne réglementation, il y avait déjà des intervalles maximales. Dans la nouvelle réglementation, ça a évolué, ça s'est rétréci. Et il y a même une nouvelle catégorie qui est apparue. Donc, les animaux fragilisés, avant, il n'y avait pas d'intervalle de temps limite, alors que maintenant, il y a un intervalle de 12 heures. Donc, l'ancien intervalle, c'est sur la colonne de droite, alors que le nouvel intervalle se situe sur la colonne du milieu. Donc, les animaux fragilisés, maintenant, ont 12 heures, comme je le disais. Les bovins à viande, les bovins laitiers et autres ruminants adultes pouvant être exclusivement nourris de foin et de céréales sont passés de 48 heures à maintenant 36 heures maximum. Et les ruminants trop jeunes pour être exclusivement nourris de foin et de céréales sont passés de 18 heures à 12 heures. Donc, je veux encore souligner le fait qu'on parle d'intervalle maximal sans accès aux aliments, à l'eau salubre et au repos. Mais bien évidemment, en fait, la CIA repose sa réglementation sur le résultat. C'est-à-dire que si votre animal a soif ou a faim ou a besoin de se reposer avant les limites, mettons, des 12 heures, eh bien, il faut que vous arrêtiez vous ou le transporteur s'arrête pour fournir l'accès à ces animaux. Donc, il faut être proactif et donc il faut surveiller toujours vos animaux, puisqu'effectivement, même si vous respectez le 12 heures, mais que votre animal arrive, il n'est pas bien, eh bien, la CIA peut peut émettre des amendes à ce niveau-là. Oui, je rappelle également que désormais, les veaux qui ont moins de 8 jours d'âge sont considérés et rentrent dans la catégorie d'animaux fragilisés. Une autre petite question, est-ce que d'après vous, les conditions météo ont une quelconque importance dans le transport? Je vous laisse répondre rapidement. Ça va vite. Je vous laisse encore quelques secondes. Bon. Donc, comme vous pouvez voir, on est une grande majorité, 92%, qui pensent qu'effectivement, les conditions météo ont une importance, avec un petit pourcentage de personnes qui ne pensent pas ou qui ne savent pas. Eh bien, effectivement, la majorité a raison. Les conditions météorologiques sont extrêmement importantes et peuvent avoir d'innombrables répercussions dans un transport animal. Puisque, effectivement, mettons, imaginez qu'il y a une tempête, les routes qui étaient initialement prévues peuvent être à ce moment-là barrées. Si elles sont barrées, ça veut dire que ça entraîne un détour pour vous et donc un retard dans l'arrivée de l'animal à son point de destination. Et je vous rappelle qu'il y a toujours la limite de temps AER à respecter. Aussi, c'est vraiment important de faire attention à quelle époque de l'année on est. Mettons qu'on est en été, qu'il fait 40 degrés, on va peut-être éviter de planifier un transport des animaux sur l'heure du midi où c'est les heures les plus chaudes. On va peut-être cadrer un peu de la même façon pour l'hiver.
C'est parce que les animaux peuvent rentrer en stress thermique. Donc, c'est important de le prendre en compte pour pouvoir adapter sa méthode de transport. Ça peut aussi, on parle aussi de densité, on va adapter la densité de l'animal en fonction de ça, etc. La ventilation, tout ça, c'est des choses à prendre en compte et à modifier suivant les conditions météorologiques. Ensuite, on attaque la dernière partie de la présentation de ce soir, ça va être la manipulation animale. Bon, certains se demanderont peut-être pourquoi ce soir on parle de manipulation animale dans une formation sur le transport. Bon, c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre pour certains, mais en fait, moi, je voulais dire que pour moi, la manipulation est un des éléments clés pour un transport réussi. C'est bien évidemment pas le seul élément, mais ça fait partie des éléments, puisqu'on sait que le transport est un moment qui est très stressant pour les vaches, puisque c'est une réaction naturelle pour elles, puisque ce sont des animaux grégaires, ils ont un statut de proie dans la chaîne alimentaire, donc face à la nouveauté, naturellement, ils sont stressés. Donc, une bonne manipulation permettra de réduire donc, ce stress qui est de toute façon qui arrivera puisqu'on est dans un élément nouveau pour les vaches. Et donc, de réduire ce stress, ça permettra un meilleur transport, de meilleures conditions pour l'animal et de moins grands risques qu'elle se blesse ou qu'elle se rende fragilisée, mettons par exemple. Mais aujourd'hui, là, tout de suite, quand on parle de manipulation appropriée pour le transport, de quoi on parle? Donc déjà, on parle d'un camion qui serait approprié, c'est-à-dire qui serait composé d'une litière propre et en quantité suffisante, puisqu'une bonne litière, ça empêchera déjà votre animal de glisser et de se blesser, et qu'une bonne litière, une bonne quantité, c'est un bon isolant thermique qui permettra donc de limiter les risques de stress thermique. Une densité de chargement appropriée aussi, puisque c'est-à-dire qu'elle respecte les besoins suivant la catégorie d'âge. Mettons les jeunes veaux, ils auront tendance à vouloir se coucher pendant le transport. Il faut donc qu'ils aient suffisamment d'espace pour pouvoir se coucher en fait. Et aussi donc les conditions météorologiques, comme j'en ai parlé dans la diapo précédente. Quand on parle de manipulation appropriée, on parle aussi de la zone en fait d'embarquement et de déchargement qui doit être dédiée à ça. C'est-à-dire que cette zone, il n'y a rien qui peut blesser les animaux dans les parcs. Donc, l'animal prend peur, il va vers la clôture, il n'y a pas quelque chose qui dépasse un bout de métal et qui le blesse. C'est aussi des zones qui sont conçues pour faciliter en fait le déplacement. Donc, si c'est bien fait, eh bien, l'animal ça va être beaucoup plus fluide. Mettons. Ensuite, quand on parle de manipulation animale, ben, on parle de connaissance du comportement animal. Pour les producteurs de la salle de ce soir, ce que je vais dire, ça va peut-être vous paraître quelque chose que vous savez déjà, peut-être que c'est inutile que j'en reparle, mais je me suis dit que déjà, pour ceux qui ne sont pas producteurs, c'était quelque chose d'intéressant à savoir. Et puis, même pour vous, les producteurs, c'est toujours bon de se rafraîchir un peu la mémoire. Donc, en fait, c'est essentiel de connaître le comportement de votre animal parce que ça vous permettra de l'exploiter à votre avantage et de pouvoir ainsi manipuler en toute facilité et sans danger vos animaux. Et donc, normalement, ça devrait être la meilleure façon pour pouvoir embarquer ou décharger vos animaux. Et donc, comme dit précédemment, les vaches, ce sont des animaux grégaires. Donc, ils vont avoir des tendances à suivre le troupeau. Donc, c'est bien de garder ça en tête. Même si ça peut sembler contre-productif, il sera toujours mieux de manipuler les animaux en groupe plutôt qu'individuellement. Ensuite, ce qu'un grand nombre d'entre vous doivent déjà savoir, les vaches, ça fonctionne avec des zones de fuite et des points d'équilibre. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ça veut dire que là, les pointillés, c'est sa zone de fuite. Si on est à l'extérieur des pointillés, la vache ne bougera pas. On rentre dans les pointillés, la vache bougera. Elle va avancer ou reculer. Et ensuite, on parle d'un point d'équilibre. Ici, ce que vous voyez, le trait, c'est un point d'équilibre. C'est-à-dire qu'on se retrouve au-dessus, à l'intérieur de la zone des pointillés, l'animal reculera. On se trouve en dessous, à l'intérieur de la zone des pointillés, l'animal avancera. Donc, avec tout ça en tête, ça vous permettra de plus facilement manipuler les animaux. Donc, et ça vous permettra de mener votre animal en toute sécurité.
j'ai trouvé une petite vidéo qui pouvait être intéressante que je me permets de vous montrer, qui illustre pas mal donc ces points d'équilibre et les zones de fuite. Donc, il est toujours recommandé de marcher dans l'opposé de la direction où vous voulez que votre animal aille, parce que en fait, vous utilisez donc le point d'équilibre et la zone de fuite pour ça. Et donc, comme vous voyez là, le producteur avance, puis ses vaches avancent dans l'autre sens, même si ça ne paraît pas forcément naturel de faire comme ça. On utilise donc bien la zone de fuite et les points d'équilibre. Donc voilà, c'était pour illustrer un peu donc pour ceux qui connaissent, le docteur Temple Grandin, c'est vraiment elle qui a institué un peu donc toutes ces connaissances au niveau de la zone de fuite, au niveau d'ailleurs de comment manipuler un animal, un bovin d'ailleurs. Au mieux, comment arranger les coraux, comment toutes les zones, etc. Pour avoir plus d'informations, je vous recommande de regarder les vidéos ou les articles à ce niveau-là. C'est vraiment très intéressant. Et enfin, pourquoi on parle de manipulation animale ce soir aussi? Mais c'est tout simplement parce que ça fait partie des exigences de la nouvelle réglementation. Puisque dans la réglementation, maintenant, la notion de bien-être animal, de réduction des souffrances des capitales est très importante. C'est vraiment le cœur de la nouvelle réglementation. Effectivement, quand on regarde cette réglementation, il y a un certain nombre d'interdictions qui apparaissent, notamment donc qu'il est interdit de battre, frapper, fouetter, vous donner un coup de pied. Donc, d'utiliser un aiguillon, un fouet, tout autre dispositif qui pourrait causer des souffrances ou des blessures ou entraîner la mort de l'animal. D'utiliser un aiguillon, un fouet ou autre dispositif pour diriger un animal s'il n'a pas un passage libre pour se déplacer. D'appliquer un aiguillon électrique. Il est interdit d'appliquer un aiguillon électrique à un bovin d'âge moins de 3 mois. S'il a plus de 3 mois, il est interdit de l'appliquer sur les endroits qui seront sensibles, c'est-à-dire le ventre, les régions anales, génitales ou faciales. Il est interdit de traîner l'animal. Il est interdit de le soulever par le pelage, la fourrure, la tête, le cou, les oreilles ou les cornes. De manipuler ou de le soulever par la queue et de le manipuler de toute autre manière qui est susceptible de lui causer des souffrances ou des blessures ou d'entraîner sa mort. Donc, ce sont toutes ces interdictions qui prouvent que la façon de manipuler un animal dans la réglementation est quelque chose d'assez important. Donc, on en arrive au bilan. Donc, voilà, j'ai fait un peu le tour de tout ce qui pourrait vous toucher et tout ce qui pourrait... je voulais vous mettre en valeur, en fait, les responsabilités qu'a un producteur dans cette nouvelle réglementation. Donc, on a fait le tour un peu ensemble de toutes ces responsabilités. Je voulais une dernière question, m'assurer de voir que vous avez effectivement bien retenu et bien compris ce que je vous ai dit ce soir. Bon, il n'y a pas de mauvaise réponse, ne vous inquiétez pas. Je ne peux pas partager le sondage. Ah, OK. C'est Tu mon veux que j'essaye? Oui, je veux bien. Ton image est gelée. Je ne sais pas si Nathalie, je suis la seule à voir ça. Moi, je ne vous vois plus. Ça fait des trucs noirs partout, là. OK. Ça, c'est la question 5, bilan. Oui, exact. Parfait. Parfait. Voilà. Merci, Catherine. C'est revenu. Ouais. Non, c'est pas la bonne question, là, si? Ah non, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Attendez une minute, excusez-moi. C'est pas la bonne question. J'ai cliqué pourtant sur bilan. OK, bon. Parfait. Parfait. Je suis encore bloquée. Ça m'est arrivé tantôt aussi. Là. OK. C'est pas ce qui m'arrive. Bon, je te laisse gérer l'arrêt et le partage des résultats. Oui, pas de problème. Merci. Ça continue tranquillement à entrer.
OK. Tu vois vraiment pas les questions? Non, je vois rien là. OK. Je vais attendre un petit peu encore. Il y a presque tout le monde qui a répondu. Bon. Attends, ça continue tranquillement. Ah, c'est bon. On va laisser le temps à tout le monde de bien répondre. Ouais. En fait, dès que je touche au sondage, ça fait quelque chose. OK. Bon, je pense qu'on a atteint le maximum de personnes. Ah, bon. Nathalie Cyrine est disparue avec la présentation. Mais je vais quand même mettre fin au sondage. Donc, pour la question qui était, là, je vous le rappelle, parce qu'on n'a plus le visuel, là, quelles sont vos responsabilités? Donc, si on regarde, là, c'est pas mal, toutes ces réponses, en fait, étaient là, a été celui qui a reçu le plus de votes à 94%. Mais sinon, là, on a pas mal de une cinquantaine de pourcents là, pour chacun des autres points là, qui étaient d'informer son transporteur, manipuler ses animaux, connaître le règlement, choisir le transporteur, sélectionner les animaux envoyés, définir une zone appropriée pour embarquer ou décharger. Celui qui a eu un petit peu moins de pourcentage, là, mais quand même proche de 50%, là, c'était connaître les prédictions météorologiques. Donc, mais la majorité d'entre vous avez écrit toutes ces réponses. Parfait. Nathalie? Merci. Oui, alors je vais reprendre un petit peu la pause. J'imagine que Cyrine tente de se reconnecter. Oui. On va répondre aux questions de la salle. J'aimerais préciser, parce que j'ai oublié de le faire en début de rencontre, que l'activité est rendue possible grâce au partenariat des producteurs de bovins, du réseau Agri-Conseil et des programmes de qualité VBP+, vos vérifiés et vos grains du Québec certifiés. On avait là, dans le question et réponse une première question qui c'était lorsqu'on fait son propre transport, est-ce qu'on doit suivre la formation? Alors, pour avoir lu le règlement, moi aussi, la formation, Cyrine revient, alors, mais moi, c'est la première question, je la relis, Cyrine. Lorsqu'on fait son propre transport, est-ce qu'on doit suivre la formation? Pas encore, mais je vais la changer un petit peu. Lorsqu'on fait son propre transport, est-ce qu'on doit suivre la formation? Alors, c'est quand même une recommandation pour être sûr que vous maîtrisez bien la réglementation. Mais après, ça va dépendre si vous êtes considéré comme un transporteur commercial ou non. Est-ce que vous le faites à des fins économiques, lucratives? À ce moment-là, oui, c'est une obligation. Si vous le faites pour vos propres animaux, qu'il n'y a pas de fin lucrative, à ce moment-là, non, ce n'est pas une obligation. Merci de la réponse. Je vais vous lire la suivante. Le transport d'un animal malade vers un hôpital n'est donc pas permis si le transport, camion ou remorque, utilise une rampe de chargement. Est-ce que tu peux relire, s'il te plaît? Oui. Le transport d'un animal malade vers un hôpital n'est donc pas permis si le transport, camion ou remorque, utilise une rampe de chargement. Si. En fait, je comprends la confusion. C'est que ce qui est obligatoire, interdit pour un animal malade qui est considéré comme fragilisé, c'est d'avoir une rampe à l'intérieur du camion. Mettons les camions de Bedaine. Là, l'animal ne peut pas. Mais par contre, il peut, si la rampe de chargement est adéquatement avec l'angle, normalement, il n'y a aucune contre-indication dans leur réglementation qui dit ça. Mais normalement, quand il parle de rampe, dans ce que je vous ai lu tout à l'heure, ce que je vous ai présenté, c'était vraiment la rampe à l'intérieur. Merci. Et on a aussi une question au niveau des veaux fragilisés. La question, est-ce que vous pouvez préciser, est-ce que ce sont des veaux de moins de 8 jours ou de 8 jours et moins? 8 jours et moins. Merci. C'est ça. C'est une bonne précision. Oui, c'est une bonne précision. Donc, le 8 jours est vraiment inclus dedans. Parfait. Oui. Je vois qu'on n'a pas d'autres questions.
qui apparaissent là. Il y avait des gens qui avaient soumis préalablement des questions. Il y en a une que j'aimerais que tu répondes, Cyril. Lorsqu'un animal a une corne qui saigne parce que il s'est blessé et que le saignement est arrêté, on voit que du sang. Est-ce qu'à ce moment-là, on peut le charger dans un camion? Eh bien, ça va vraiment dépendre de votre évaluation de l'animal. Parce que le fait qu'il ait du sang, c'est-à-dire que ça reste une blessure qui est récente. Une blessure récente, c'est un animal qui est normalement considéré comme fragilisé. Donc, à partir de là, c'est sûr que ça reste, comme on dirait, subjectif, mais le mieux, c'est toujours attendre une guérison complète de votre animal avant de l'envoyer à l'abattoir ou à l'encan, où est-ce que vous voulez l'envoyer. Il y avait aussi d'autres questions qui avaient été soumises avant d'aller en QR. Que fait-on avec un animal handicapé? Alors, un animal handicapé, c'est un statut un peu spécifique aussi, dans le sens qu'un animal handicapé, surtout si c'est de longue date, il n'a pas de blessure grave ou de saignement à ce moment-ci, mais il est quand même considéré comme fragilisé du fait qu'il est à risque. Mettons qu'il est avec d'autres animaux, si c'est un animal qui a 3 pattes, ben, il est à risque de tomber. Et s'il tombe, il peut se blesser parce qu'il est capable de maîtriser quand il est sur le plat. Sauf que dans le transport, c'est un nouvel environnement pour lui. Il n'est pas forcément capable de s'adapter. De plus, il est avec des congénères. Donc, il est vraiment essentiel de l'isoler, de même s'il est aveugle ou quelques autres handicaps qui peuvent lui arriver. Merci. On a une question qui s'est rajoutée. Il me semble que la SIA a donné encore 1 an pour appliquer ce règlement. Est-ce que tu peux faire la précision, Cyril? C'est un peu... Oui, alors, l'application, c'est en 2020. C'est-à-dire qu'à partir de 2020, la CIA va faire des contrôles, a fait des contrôles et vérifie que vous êtes en règle. Si vous n'êtes pas en règle, vous ne recevrez pas un ticket, mais vous recevrez un avertissement qui vous dira quelle est la bonne pratique et comment évoluer. Effectivement, il y a un délai avant de... Normalement, ça devrait être le 20 février 2022 que les tickets commenceront à rentrer. C'était ça qui avait été annoncé en 2020. Et Nathalie, tu as le droit d'ajouter si tu veux à ce niveau-là. Oui, et l'élément aussi qui a été un petit peu retardé, c'est que quand Cyril nous a parlé des AER, les fameux intervalles, ils avaient été assez clairs, la SIA, que pour ces 2 années-là, ils n'appliqueraient pas les AER à la lettre parce qu'ils savaient que c'était un gros changement pour l'industrie. C'est un peu le même principe. Là. Au niveau des AER, ça avait été vraiment statué. Dans les autres exigences du règlement, effectivement, ils voulaient faire de la sensibilisation, mais ils nous ont toujours dit, par contre, que s'ils voyaient vraiment que le bien-être de l'animal était atteint, ils pouvaient se permettre de donner une amende. OK, on a une question ici. Est-ce qu'on sait quel est le montant des amendes qu'on peut recevoir? Oui. Le montant, il est en fait mis sur le site web. C'est du gouvernement, c'est ça? J'ai du mal à retenir tous les noms des différentes au Québec. Mais effectivement, en fait, il y aura l'information, elle est disponible en ligne, il vous suffit de regarder. Et l'amende variera en fonction de si vous êtes un particulier, vous êtes un commercial, puis si c'est une récidive, c'est une première fois, etc. Peut-être juste pour préciser, c'est qu'il y a un régime de sanctions au Canada qui détermine ça. Et c'est sûr, je vais vous donner juste un exemple. Si vous êtes un transporteur de type commercial, les amendes commencent assez salées. J'ai vu des 5 000, 10 000 parce qu'on a déjà des commentaires. C'est sûr que on essaye de ne pas arriver là. C'est ça. C'est ça. Oui, parce que en fait, ça dépendra aussi si c'est considéré comme une simple sanction, une infraction civile ou bien même pénale. Tous les montants dépendront. C'est ça.
Et là, il y a une question intéressante aussi qui s'est rajoutée. Quelles sont les conséquences du non-respect de la réglementation? Est-ce que le transporteur, le producteur, le vétérinaire peut avoir une amende? Ben, en fait, effectivement, ça peut paraître compliqué et c'est un peu compliqué tout ça. Mais à partir du moment où l'animal est remis au transporteur, le transporteur, normalement, est la personne responsable de ces animaux. Donc, ça dépend à quel moment, en fait, il y a un non-respect de la réglementation. C'est au moment du transport, c'est au moment de l'arrivée, c'est au moment de l'embarquement. Mais il faut savoir que bien que ce soit le transporteur qui soit principalement en non-respect de la réglementation, il n'est pas impossible qu'un lien sera fait avec les autres membres et qui font partie de la chaîne, en fait, c'est-à-dire même jusqu'au producteur. Puisque si le producteur n'a pas envoyé un animal qui est inapte, ben ça sera sa responsabilité. Ce ne sera pas juste le transporteur. Merci. Une autre question. Où seront faits les contrôles et à quelle fréquence? Ah, ça, les contrôles sont normalement faits de manière aléatoire. On ne peut pas prévoir. Moi, en tout cas, en tant que PBQ, travaillant au PBQ, j'ai aucune information à ce niveau-là. Là, je ne pourrais pas vous dire. Tout ce que je sais, c'est que c'est aléatoire. Et Cyril, tu as raison, l'agence n'indique aucune précision par rapport à ça. On ne vous mentira pas. On sait que les gens de l'Agence canadienne d'inspection des aliments se retrouvent fréquemment aux enquêtes. Puis c'est bien compréhensible puisque c'est un endroit où il y a plusieurs animaux qui sont regroupés. Mais ils pourraient arrêter un camion sur l'autoroute aussi. Alors, c'est vraiment, là, c'est aléatoire. Il y a un commentaire, mais il voulait juste vérifier. Est-ce que le registre que tu as mentionné à faire signer par le transportateur est vraiment obligatoire? Non, ça, c'est juste une recommandation de bonne pratique pour vous protéger, en fait. C'est-à-dire que vous êtes sûr qu'au moment où vous avez remis vos animaux, ils étaient tous aptes au transport. Et vous avez la preuve si on veut. C'est pour vous protéger si jamais il y a justement une amende qui se passe ou un contrôle qui se fait et un animal qui est trouvé fragilisé. Merci Cyril. La suivante. Les amendes sont-elles payées par le transporteur qui accepte l'animal ou le producteur ou l'amende est-elle divisée? Ben, honnêtement, là, je pourrais pas répondre en étant sûre de la réponse. Moi, je pense que ça sera à discrétion de la, comment ça s'appelle, de l'inspecteur en fonction de qui il estime qui est responsable le plus. Mais on peut peut-être aussi conserver, juste pour poser la question à l'agence, peut-être qu'ils pourront nous répondre, mais j'ai comme l'impression qu'il y a une notion de responsabilité, effectivement. Merci. Il y a une question sur le calcul du nombre d'heures. Est-ce que vous pouvez nous dire ça commence où? Puis est-ce qu'on peut tenir compte d'une moyenne de temps de remplissage du camion à chaque arrêt? Alors, en fait, ça commence où? Ça commence à partir du moment où votre animal n'a plus accès ni à l'aliment, ni à l'eau, ni au repos. C'est-à-dire que si vous arrêtez de nourrir votre animal 3 heures avant que le camion arrive pour les transporter, ben, c'est les 3 heures avant que le camion soit arrivé que ça commence. Donc, c'est effectivement très important de le savoir pour calculer en fonction. Si c'est 6 heures avant que le camion arrive, ben, ça sera 6 heures avant que le camion arrive. Donc, si votre animal doit être transporté en 12 heures, ben, vous avez déjà 6 heures de perdu, entre guillemets. Donc, vous n'avez plus que 6 heures pour vous rendre au prochain point. Ensuite, en termes de moyenne de temps de remplissage, ça, je ne sais pas trop quoi répondre. Je pense que c'est plus... Déjà, comme j'ai expliqué, c'est un temps maximal. C'est-à-dire que vous êtes censé checker vos animaux, vérifier qu'ils sont en bon état. Donc, est-ce que vous vérifiez de temps en temps que vos animaux, ils n'ont pas soif ou ils n'ont pas faim, que ce n'est pas le moment de s'arrêter? Puis ensuite, c'est à partir des 3 heures avant, là, quand vous voyez que ça fait 12 heures à votre montre que vous roulez, il faut s'arrêter, il faut donner à manger aux animaux. On avait, je pense que c'était la dernière, j'en vois pas d'autres. Merci beaucoup. J'espère qu'on a pu répondre là, à vos questions. Je remercie Cyril pour avoir préparé la conférence. Catherine, merci pour la technique.
Alors, on a un petit message qui s'adresse à tous les panélistes et à tous les qui nous dit que merci beaucoup de la conférence. Alors, ben, on apprécie déjà d'avoir les commentaires. Alors, si jamais vous avez des questions particulières qui vous reviennent à l'esprit, n'hésitez pas. Soit vous pouvez aller dans vos assemblées régionales de producteurs de bovins aussi pour les poser ou Céline est toujours ouverte. Il y a une question qui est arrivée. Est-ce que c'est un commentaire, mais qui peut peut-être être précisé, Céline, il me semble que pour les veaux, c'est dès le premier veau embarqué. En fait, si votre animal, effectivement, c'est dès le premier veau embarqué, à la condition que jusque-là, votre animal avait accès à l'aliment et à l'eau et au repos. Donc, c'est-à-dire que votre animal était dans son enclos avec l'accès à l'aliment, à l'eau et au repos, et que d'un coup, le camion arrive et le prend depuis son enclos. Là, on parle effectivement du premier veau embarqué. Mais sinon, c'est ce qui est vraiment la seule mesure, c'est quand est-ce que l'animal a eu la dernière fois accès à l'aliment, à l'eau et au repos. C'est la seule question. Et je voulais juste vérifier, parce que je connais la dame qui pose la question, est-ce que c'était l'idée, je voulais juste vérifier si c'était peut-être ça, le fait qu'à un moment donné, on parlait que pour un camion qui ne transportait que des petits veaux laitiers, le camion au complet, le nombre d'heures commençait avec le premier veau qui était embarqué dans le matin. Je pense que c'était à ça qu'elle faisait référence. Pour chacun des veaux, ils ont leur temps, et pour le temps complet du camion, là, parce que c'était un peu la question qui était posée là, quand on va rencontrer les transporteurs. Il faudrait peut-être revérifier cet élément-là. Alors, il y a une question, où est disponible le règlement? C'est sûr que si vous allez sur le web, vous pouvez marquer règlement transport fédéral, vous allez l'avoir, ou c'est règlement santé des animaux, partie transport. Sinon, vous pouvez toujours aller aussi sur le site de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, comme Céline l'a mentionné. Ils ont effectivement fait plusieurs documents, là, un spécifique pour les veaux, un pour, et c'est lui qu'elle vous a montré. Et il y a même des résumés de réglementation là, qui peuvent vous aider. Puis on a eu la réponse de la productrice là, pour le temps de transport pour les veaux laitiers. Là. Elle nous précisait que c'était cette situation-là qu'on parlait là, du premier veau entré. Là, pour, par rapport au transport du camion. On pourrait peut-être voir. Mais ce que je peux juste préciser par rapport à ça, c'est qu'effectivement, le temps de transport, le temps AER, il est pour chaque animal individuel. Mais pour faciliter le transport, on va parler du camion et à ce moment-là, on va parler du dernier, de la limite du premier veau qui est embarqué. Donc, si le premier veau qui est embarqué dans le camion, mettons qu'un camion s'arrête sur plusieurs fermes pour ramasser des petits veaux à chaque ferme, et bien, c'est le premier veau qui est entré dans ce camion qui va définir la limite de temps AER, c'est-à-dire la dernière fois que ce premier petit veau qui est dans le camion a eu accès à l'eau, l'aliment et le repos. Je pense que je réponds à la question. Oui, c'est comme ça, c'est plus clair. Il y avait une question qui est arrivée dans le fil de discussion, on a encore quelques minutes là. Y a-t-il une période de mise à jour avant le transport? Ben, en termes de réglementation, je n'ai pas connaissance d'une exigence en rapport avec la mise à jeune. Après, en termes de production, ça c'est autre chose, mais ça, je ne pourrais pas donner de recommandations. Je ne peux pas répondre à cette question. Alors, on a eu un beau commentaire, belle conférence, courte et complète. Alors, merci de ce beau commentaire. Alors, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions qui apparaissent et on a quand même là, presque pris le temps qu'on avait convenu. On ne voulait pas que ça dépasse à peu près 1 heure. Et qu'on remercie vraiment les participants. Et on va vous inviter à d'autres webinaires. Là, restez à l'affût. On en a préparé là, qui vont se dérouler tout au long de l'année. Alors, merci.